Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons revoir le chapitre qui porte sur le mouvement, le vocabulaire qui est associé et les méthodes de rédaction de calcul. Alors, dans un premier temps, à votre avis, est-ce que là, tout de suite, vous êtes en mouvement pendant que vous lisez cette phrase? Certains vont me dire oui, certains vont me dire non, et tous auront raison. En effet, si je vous pose cette question de cette façon-là, la réponse c'est à la fois oui et à la fois non. C'est-à-dire que vous ne bougez probablement pas par rapport à votre écran ou à votre feuille, sauf que vous êtes en train de vous balader. Mais par contre, vous êtes en mouvement par rapport au Soleil et au centre de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Du coup, ça veut dire que si vous regardez, normalement, si vous êtes en train de lire, vous évitez de bouger la feuille en même temps, sinon c'est assez difficile. Donc, par rapport à votre feuille, même si vous êtes en train de vous balader, vous êtes toujours au même endroit par rapport à votre feuille. Si vous êtes assis dans votre canapé en train de regarder cette vidéo, vous êtes en mouvement par rapport au Soleil, puisque la Terre tourne autour du Soleil. Et comme la Terre tourne autour de son centre, vous êtes aussi en mouvement par rapport au centre de la Terre. Alors à votre avis, quand vous êtes assis dans le bus, dans un bus qui roule, est-ce que vous êtes en mouvement ou pas? La réponse prend la même forme, ça va dépendre du référentiel, ça va dépendre par rapport à quel objet on regarde, on étudie le mouvement. C'est par rapport au siège sur lequel vous êtes assis, vous n'êtes pas en mouvement, c'est par rapport au sol, vous êtes en mouvement. Alors, on dit qu'un mouvement, il est relatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va dépendre du point de vue selon lequel on l'étudie. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Donc, ça a comme effet qu'il faut absolument et obligatoirement donner le référentiel. Si vous ne précisez pas par rapport à quoi vous étudiez un mouvement, et bien du coup, toutes les réponses sont possibles. Un référentiel, je vous rappelle la définition, c'est un objet supposé immobile par rapport auquel on étudie un mouvement. Ici, le mot objet, c'est un terme général. Ça peut être une personne, ça peut être une planète, ça peut être un animal, ça peut être un vrai objet de la vie courante. Maintenant, on va parler des trajectoires. Donc, au cours d'un mouvement, l'objet étudié, il va occuper des positions différentes au cours du temps. Et l'ensemble de ces positions, mises bout à bout, ça va former la trajectoire. Il y a trois types de trajectoires à connaître. Il y a la droite, tout le monde se représente bien, le cercle, et là il faut que ce soit un vrai cercle, vraiment rond, mieux que le mien, et surtout complet. Si vous avez juste un bout de cercle ou des enchaînements comme ça, on parle alors de courbe. Maintenant, on va voir un petit rappel sur la différence entre la vitesse instantanée et la vitesse moyenne. Lorsqu'on roule en voiture, il y a un compteur donc, qui indique une valeur de vitesse en kilomètres par heure. Vous vous rendez bien compte que si vous accélérez ou vous ralentissez, cette valeur, elle change. Ça signifie du coup que c'est la vitesse au moment où vous êtes en train de la lire. C'est ce qu'on appelle une vitesse instantanée. Par contre, si vous arrivez à savoir quelle est la distance que vous avez parcourue et combien de temps il vous a fallu, vous pourrez calculer une vitesse moyenne qui va vous indiquer en moyenne à quelle vitesse vous avez roulé. Ça veut également dire que si vous aviez fait l'ensemble du trajet à une seule vitesse sans ralentir, ni rien du tout, ni accélérer, ni vous arrêter, dans ce cas-là, vous auriez dû rouler à la vitesse que vous avez calculée, qui est la vitesse moyenne. Donc, petite remarque, dans la vie réelle, on n'arrive jamais à avoir une vitesse instantanée égale à la vitesse moyenne sur tout un trajet. Par contre, vous pouvez avoir des temps de passage à cette vitesse moyenne. Maintenant, on va parler variation de vitesse. La variation de vitesse, donc on a vu dans le cas précédent que souvent on accélère, on ralentit, même des fois on s'arrête. Et du coup, quand on va étudier un mouvement, on va se retrouver dans tous ces cas de figure. Donc on parle d'une vitesse qui augmente, d'une vitesse qui diminue ou qui ne varie pas. Par exemple, sur l'autoroute, vous mettez le régulateur, vous avez une vitesse constante. Pour décrire un mouvement, il y a besoin de deux informations. Il faut à la fois indiquer la nature de la trajectoire et la variation de vitesse. Le et, il est très important ici, puisque si vous ne donnez qu'une seule des deux informations, votre réponse est incomplète et donc elle est fausse. Donc, on vous parle également de vocabulaire adapté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, dans le cas d'une trajectoire, on a vu qu'il y avait trois cas, une trajectoire qui est une droite, un cercle ou une courbe. Ça, c'est le vocabulaire qui va avec la trajectoire. Si vous voulez décrire le mouvement, vous allez utiliser le vocabulaire qui y est associé.
Donc vous allez dire par exemple que la trajectoire c'est une droite, dans ce cas-là on dit que le mouvement il est rectiligne. Si c'est un cercle c'est circulaire, c'est une courbe c'est curviligne. De la même façon, pour les variations de vitesse, on a également du vocabulaire associé, qui est ici du coup, et on va dire que si la vitesse augmente, que le mouvement il est accéléré, si la vitesse elle diminue, que le mouvement il est ralenti, et si la vitesse elle est constante, on dit que le mouvement il est uniforme. Ça veut dire qu'il doit toujours y avoir deux éléments pour décrire un mouvement. Un qui vient de chacune de ces deux colonnes. Maintenant, vous avez le vocabulaire pour décrire un mouvement. Quels sont les supports avec lesquels vous allez travailler? Le support avec lequel on étudie un mouvement, ça s'appelle une chronophotographie. La définition, je vous la rappelle, c'est qu'une chronophotographie, c'est la superposition de photographies prises à intervalles de temps réguliers et qui permet de décrire un mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on imagine que vous prenez un appareil photo, vous le mettez en mode rafale, il va vous faire une série de photos. Cette série de photos, entre chaque photo, il y a toujours le même temps. Une seconde, une demi-seconde, ça dépend de ce que vous avez réglé. Et si grâce à un logiciel, vous superposez toutes ces photos, vous allez voir toute la partie qui ne bouge pas, et vous allez voir quelque chose qui se répète. Par exemple, si vous prenez un lancer de balle, vous allez avoir dehors, on imagine qu'il y a un arbre, vous avez un seul arbre, par contre, vous allez avoir l'impression qu'il y a plein de balles, autant que de photos. D'accord? C'est ça qu'on va regarder. Alors, ici, on va d'abord apprendre à lire les variations de vitesse sur les chronophotographies. Et donc, ce qu'on vous montre là, c'est qu'on voit donc un chat, on a fait une chronophotographie, ce chat est en train de marcher. Au début, on voit qu'il parcourt des distances qui sont relativement petites. Puis sur la fin, des distances qui sont plus grandes. Donc ça veut dire que pour un même intervalle de temps, je rappelle, c'est toujours le même intervalle de temps entre chaque photo, il parcourt des distances qui sont de plus en plus grandes. Ça veut dire qu'il va de plus en plus vite. Donc s'il va de plus en plus vite, c'est que sa vitesse, elle, augmente. De la même façon, ici, on remarque que les distances diminuent. Si la distance diminue, c'est que la vitesse diminue. Et enfin, troisième cas, si la distance ne change pas, et bien du coup, la vitesse, elle est constante. Ça, c'est les trois cas de figure. Maintenant, on va appliquer ça ensemble à ces deux exemples pour essayer de faire la lecture des trajectoires, donc un S, et en même temps, on va du coup analyser l'ensemble, on va décrire le mouvement. Ici, les trajectoires pour la cabine sur la grande roue, si on regarde à chaque fois le point d'attache de la cabine, on peut faire tout le tour, on se rend compte que c'est un cercle. Cette trajectoire, c'est un cercle. Comment évolue sa vitesse? Si on regarde à chaque fois, ça parcourt la même distance. Donc la distance ne change pas. Si la distance ne change pas, c'est que la vitesse ne change pas. Donc on est dans le cas où on a une trajectoire qui est un cercle, une vitesse qui est constante, et donc notre mouvement, il est circulaire, uniforme. On va voir le deuxième cas. On se place ici. Ça, c'est la trajectoire. Si on regarde les distances parcourues, plus ça va, plus c'est petit. Donc, si la distance parcourue est de plus en plus petite, c'est que la vitesse est de plus en plus petite. Donc, la vitesse, elle va diminuer. Là, on a donc une trajectoire qui est une courbe, une vitesse qui diminue. Ça veut dire que le mouvement, il est curviligne, ralenti. Et là, on va maintenant parler des conversions d'unités de temps. Alors, je rappelle dans le petit cadre ici que 1 heure, c'est égal à 60 minutes. Et que 1 minute, c'est égal à 60 secondes. Petite question piège, certains le savent mais pas tout le monde, je pense pouvoir le dire. Dans 1 heure, combien y a-t-il de secondes? Alors, déjà, si dans 1 heure il y a 60 minutes, pour aller de là à là, c'est x 60. Si dans une minute il y a 60 secondes, de là à là, c'est x 60. On est d'accord. Du coup, pour aller directement des heures en secondes, on fait x 60 x 60. Et ça, du coup, ça fait x 3600. Bon, ça c'est dans un sens, entre guillemets, c'est quand on veut passer des heures aux secondes ou des heures aux minutes. Ouais, mais dans l'autre sens, comment on fait dans l'autre sens? Alors, si on regarde ici, on a multiplié à chaque fois
Ça veut dire que notre résultat, il est toujours plus grand. Si je donne un nombre de minutes et que je veux connaître combien ça fait d'heures, eh ben je vais pas multiplier, je sais que mon nombre d'heures sera forcément plus petit. Si je ne multiplie pas, je fais l'opération inverse. L'opération inverse de la multiplication, c'est la division. On obtient donc ceci. Je vous conseille fortement de mettre ça sur une fiche méthode, travail, ce que vous voulez, mais il faut que vous l'ayez, vous allez vous en servir à la fois en mathématiques et en physique-chimie à chaque fois qu'on va parler du temps. Maintenant, le calcul de vitesse. Donc, pour calculer une vitesse, vous avez besoin d'une formule. Cette formule, soit vous l'apprenez par cœur, vous savez que je ne suis pas fan, soit vous apprenez à la retrouver. Alors, vous savez tous que la vitesse, elle est donnée en km par heure ou en mètres par seconde. Et là, vous devez pouvoir observer quelque chose. On a au-dessus soit des kilomètres, soit des mètres. Ça, ce sont, dans chaque cas, des unités de distance. Et on retrouve par heure ou par seconde. D'accord ? Ça, ce sont des unités de temps. Du coup, ce qu'on observe, c'est qu'on a les unités de distance divisées par unité de temps. Donc, la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Tout simplement. Je vous rappelle qu'il faut faire très attention aux unités. Si vous voulez obtenir des kilomètres par heure, il faut diviser des kilomètres par des heures. Et si vous n'avez pas les bonnes unités, il faut savoir faire les conversions. Je vous ai remis ici la fiche méthode pour rappeler comment on fait pour rédiger un calcul, en particulier là, le cas d'une vitesse. Bien évidemment, ces règles, elles sont valables pour tous les calculs en physique-chimie. Il suffit de changer les unités et les formules. Vous avez ici un petit exercice pour la semaine prochaine. Comme d'habitude, il y aura la correction la semaine prochaine. Merci à tous et bonne fin de journée.